Diop. Nous recevons donc dans Soir d'info Bakary Samb. Bonsoir Monsieur Samb. Bonsoir. Bonsoir Pape Djibril. Bonsoir Binta. Alors Bakary Samb, l'Afrique de l'Ouest qui est encore sous la menace d'attaques terroristes. Ce matin, nous avons lu dans la presse qu'une cellule djihadiste a été démantelée à Kidira, à la frontière entre le Sénégal et le Mali. Alors pourquoi l'Afrique devrait subir encore d'autres attentats, l'Afrique de l'Ouest? Vous savez, les terroristes n'ont pas rompu avec leur stratégie classique. Ils essaient d'identifier des zones de non-droit, des zones où l'État est faible, pour investir ces zones-là. Depuis très longtemps, l'épicentre était l'épicentre malien, mais qui a débordé sur le Burkina, sur le Niger et même sur le nord de la Côte d'Ivoire. Donc, il n'est pas étonnant qu'avec l'acharnement sur le Burkina Faso, qui devrait leur donner l'accès vers les pays côtiers comme le Bénin, le Togo et le Ghana, il n'est pas donc tout à fait étonnant que dans ce sillage-là, qu'ils essaient de viser d'autres pays. À mon avis, ce n'est même pas une information. Depuis le 3, il y a un rapport des Nations Unies avec les analystes qui ont fait état de cela dans ce rapport récent du 3. De quoi exactement? Qui ont fait état de la présence de ces cellules-là dans la région. Mais est-ce que ce sont des informations qu'il faut quand même prendre au sérieux? Je crois que est-ce que c'est un message que les terroristes veulent envoyer au G5 Sahel qui doit se réunir prochainement? Oui, je crois qu'il y a de cela, le G5 Sahel, mais aussi cette information-là a été dans ce rapport au point 33, donc il a été lu, je pense, par beaucoup d'experts. Et je crois que oui, ils ne cesseront d'envoyer des messages. Vous savez, dans cette guerre aussi, la bataille elle est psychologique et tout ce qu'ils redoutent, c'est de se faire oublier. Sauf que nous n'appartenons pas au G5 Sahel. Est-ce que cela aussi peut avoir un impact négatif sur notre refus d'appartenir à ce groupe? Oui, je pense que ce refus d'appartenir ou cette non-appartenance, si j'ose plus dire, au G5 Sahel est dû à plusieurs raisons. Certains disent que c'est le Sénégal qui n'en voulait pas. D'autres disent que ils ne veulent pas du Sénégal. Bon, bref. Mais je crois que le choix stratégique de ne pas appartenir au G5 Sahel dès le début était important à mon avis parce qu'il ne servait à rien de les attirer en disant que nous étions dans ce groupe-là alors que le Sénégal était encore loin de l'épicentre. Mais le Sénégal fait partie d'autres cadres de réflexion et d'action comme le Garci Sahel et d'autres cadres d'appartenance qui, je crois que, lui permettent d'accéder aux renseignements, d'accéder à certaines informations stratégiques. Est-ce que c'est un choix stratégique ou bien un déni d'une certaine réalité? Ce n'est pas tout à fait cela. Je crois que ça peut être un choix stratégique dans le sens où que le Sénégal n'est pas véritablement l'épicentre de cette affaire-là et que aussi cette organisation ne fonctionne pas. Vous voyez que d'ailleurs il y a une évolution qui va avoir lieu après le sommet du 15 février. Est-ce qu'on aura toujours le G5 Sahel ou bien on va aller vers l'Alliance Sahel qui va être élargie à d'autres et que le G5 Sahel depuis la mise en place de la force conjointe ne fonctionne pas. Il y a eu des promesses de milliards et de milliards qui n'ont pas été au rendez-vous et qui aujourd'hui font que cette organisation n'arrive pas à lutter contre le terrorisme. Ces États en sont à déléguer leur sécurité par rapport à d'autres pays, Barkhane et d'autres. La situation au Mali est également préoccupante. Est-ce que cela veut dire qu'au Mali qu'on a fait une révolution pour rien? Je ne pourrais pas le dire en ces termes-là, mais je pense que c'est assez absurde qu'une jeunesse qui s'est levée pour se révolter, pour s'exprimer, se retrouve après avec un coup d'État. Après ce coup d'État, l'un des maillons essentiels du M5 RFP, c'est-à-dire l'imam Dicko, c'est un peu distancié de ce mouvement et aurait même peut-être quelques ministres dans le gouvernement. Il commence à s'agiter encore en publiant depuis hier un manifeste en appelant tous les Maliens au soulèvement, mais aussi en appelant au dialogue les groupes armés. Mais est-ce que cela veut dire que Dicko a trahi le M5? Je ne dirais pas dans ces termes-là, mais je veux dire que le M5 RFP en était arrivé à un moment à dire carrément que l'imam Dicko devrait clarifier sa position par rapport au M5 RFP. C'est-à-dire? C'est-à-dire que est-ce que l'imam Dicko était toujours dans cette mouvance du M5 RFP ou bien il avait choisi une autre voie? Certains lui prêtent d'avoir au moins 5 à 6 ministres dans le gouvernement
de la junte. Alors ça c'est encore des accusations, c'est-à-dire que c'est pas fondé, on n'a pas encore la véracité. Non, Salia Touré qui est un de ces jeunes du mouvement est bien dans le gouvernement. Et il a créé son mouvement, n'est-ce pas? Il a créé un mouvement de soutien à l'imam Dicko et est en train d'implanter des cellules de son mouvement dans tout le territoire malien, y compris jusque dans le cercle de Kanyeba. Est-ce que l'imam à un moment donné n'a pas pensé qu'il avait fait sa part de mission et qu'il revenait aux autres de reprendre les choses? Je crois qu'il s'est désolidarisé du M5 RFP, qui à mon avis existait seulement par la présence de l'imam Dicko, qui était la personnalité charismatique. Quand vous voyez les M5 RFP avec d'anciens communistes, etc., comme Tchogel, Kokala Maïga et d'autres Sissoko, qui n'avaient plus d'avenir politique, et que l'imam Dicko était le maillon essentiel de ce mouvement-là, en se retirant, sans le dire. Le mouvement a été affaibli et le mouvement maintenant se met à jouer le second rôle. Maintenant, il s'affirme de plus en plus. Et c'est quoi l'avenir du M5? L'avenir du M5 RFP, je crois que se trouve... Bon, il y aura un entêtement à continuer ce mouvement qui n'a plus son âme, qui était incarné par l'imam Dicko, qui a choisi véritablement une autre stratégie, c'est-à-dire une implantation dans tout le territoire malien et de préparer sérieusement les prochaines législatives. Quid de la feuille de route de cette junte qui est au pouvoir aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une lisibilité par rapport aux missions qu'ils se sont assignées ou bien qu'on leur a assignées? Les inquiétudes pointent au Mali. Les signaux ne sont pas rassurants. Certains commencent à dire que est-ce qu'on n'a pas fait cette révolution pour avoir une junte? Est-ce qu'on n'aurait pas même pu garder IBK? Parce que au regard des réformes, avec Diao qui dirige le CNT, en plus aujourd'hui l'ensemble ou la plupart des régions du Mali sont dirigées par des gouverneurs militaires. Donc cette junte-là n'est pas près de partir, je ne le crois pas. Et quand on voit l'ossature de cette junte-là, avec quand vous prenez par exemple Diao, vous prenez aussi Assimi Goïta, mais aussi les autres, c'était tous des soldats qui faisaient partie des forces spéciales qui combattaient le terrorisme. Et au moment où le Mali a besoin de combattants contre le terrorisme, eux, ils sont sur les fauteuils doués du pouvoir à Bamako. Ce qui explique d'ailleurs l'avancée de ces groupes-là, notamment vers Koro-Bankas, vers Kaï, et qui s'approcheraient aussi des frontières mauritaniennes. Mais est-ce que cette junte a des ambitions politiques? Je ne crois pas que cette junte-là puisse ne pas avoir d'ambition politique. Ce serait un recul démocratique très grave si la junte arrivait à... Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un arrive par coup d'État et se met dans ses habits civils et conquiert le pouvoir. On l'a déjà vu. Où sont les partis politiques traditionnels? La classe politique malienne, elle est où dans ce débat? Et le vice-président est quand même derrière cette junte. Vous savez, la classe politique malienne, je pense, a eu un regain de résurrection, je dis, avec Imam Dicko, avec ce mouvement M5 RFP. C'est-à-dire que quand on voit, c'est quoi la classe politique malienne au fait? Quand vous prenez aussi bien les partis qui étaient au pouvoir au temps de IBK que les partis qui étaient dans l'opposition, ils sont tous issus de la matrice du parti, le grand parti là, j'oublie le parti qui a l'ADEMA. C'est l'ADEMA. Donc ils sont tous passés à l'ADEMA, ils ont été tous ministres dans ce gouvernement-là, et depuis Alpha Omar Konaré, depuis ATT, etc. Donc je crois que cette classe politique malienne s'est trouvée dans une situation où il n'y avait plus de crédibilité sur le personnel politique. Et en ce moment-là, il y a eu l'émergence d'une figure charismatique appelée Dicko qui a surfé sur les frustrations, mais aussi a joué sur le référentiel religieux quand il le peut pour véritablement s'imposer en tant que creuset de mobilisation. On n'entend pas le président du Mali. Est-ce qu'il y a un deal entre lui et les militaires au pouvoir? Vous savez, ce président du Mali, c'est Bandao. Bandao, c'était qui? C'était le directeur du Prytanée militaire lorsque les Assimi Goïta et les Moussa Diao et les autres étaient élèves à cette école-là. Donc ils ont quand même peut-être bien choisi le profil qui peut-être leur poserait moins de problèmes en termes de rivalité politique, qui était Bandao. Donc je ne dis pas qu'il n'a pas d'ambition, mais véritablement il ne représente pas de menace par rapport à la junte. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui on peut expliquer pourquoi les jeunes ont trouvé en Imam Dicko un interlocuteur au-delà des politiciens qui étaient là traditionnellement? Et est-ce que cet état de fait n'est pas un échantillon assez représentatif des États en Afrique de l'Ouest? Imam Dicko fait partie des politiciens. Je le connais depuis 2009, lors de la protestation contre le code de la famille au Mali. Sauf qu'il n'est pas que.
il est aussi politicien. Parce que quand il dit je me retire dans ma mosquée, mais en rappelant que la mosquée est bien au Mali. C'est-à-dire qu'il disait aussi qu'il n'était pas intéressé. Il n'était pas intéressé. Ça aussi, Desmond Tutu avait dit la même chose. On ne peut pas dire la même chose parce que Imam Dicko faisait partie des soutiens de IBK avec le mouvement Sabati 2012, 200 mouvements islamiques qui ont cotisé pour plus de 200 millions pour la campagne d'IBK. Il ne faut pas l'oublier. Et qu'il a été maintenu à la tête du Haut Conseil islamique par des soutiens politiques parce que le courant qui représentait à l'époque le wahhabisme, bon, qu'il a un peu abandonné aujourd'hui, était le courant minoritaire mais qui dominait les instances dirigeantes de l'islam au Mali. Donc Imam Dicko, et j'ai entendu quelqu'un dire que c'est l'un des plus fins politiques ou politiciens du Mali. Aujourd'hui, il sait saisir les occasions, aussi bien avec les groupes armés et djihadistes qu'il connaît très bien, quand il appelle Amadou Koufa mon frère, et que Yad Ali aussi est dans son giron, et qu'en même temps, cet imam est proche des cercles du pouvoir. Je pense que c'est un homme politique. C'est un homme politique doublé d'un religieux ou d'un religieux doublé d'un homme politique. Qu'est-ce qui fait courir Imam Dicko? Il a quand même son quota dans le gouvernement. Justement, la question de Pape Djibril, c'est-à-dire que pourquoi il arrive à mobiliser? Il a surfé sur le référentiel religieux. Vous savez, à chaque fois que le politique entre en faillite, c'est le religieux, en tout cas qui récupère la mise. On l'a vu partout, et que Imam Dicko, il ne faut pas se leurrer de ses ambitions politiques. Ici, essaye. Il y va timidement, mais je pense que lors des prochaines législatives, quand on regarde son accueil triomphal récemment d'Arabie Saoudite, où en pleine épidémie de coronavirus, les gens étaient alignés dans les rues de Bamako en chantant Tala al-Badr alayna, et là il se voit comme le nouveau prophète politique du Mali. Est-ce qu'aujourd'hui le Mali peut sortir de cette spirale de coups d'État répétitifs? Ça va être très difficile. C'est pas pour être pessimiste, mais je crois qu'il y a un système peut-être qui a atteint ses limites et peut-être un autre système est en train de naître. Et entre les deux, il y a quelque part une forme d'obscurité dans laquelle il est difficile de lire. Mais ce que je dirais, c'est que le Mali est loin du compte, est loin de s'en sortir. Et la stabilité, est-ce qu'aujourd'hui, le Mali aussi a des partenaires qui trouvent toujours leur compte, des partenaires internationaux qui interviennent aussi aux besoins? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres enjeux qui font que ces partenaires ne veulent pas de la stabilité de cette partie de l'Afrique? Je ne peux pas savoir quelles seraient les intentions de ces partenaires. Mais en tout cas, le fait est que aujourd'hui, il y a une puissance européenne qu'on connaît, qui est la France, qui a Barkhane, qui avait Serval à l'époque, qui volait à la rescousse au secours du Mali. Qui a des intérêts là. À l'époque, qui a des intérêts stratégiques réels dans ce pays-là. Mais cette puissance n'est pas seule, bien qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, après le coup d'État, on a parlé des Russes, etc. Quand vous allez à Bamako, quand vous regardez le terrain, quand vous regardez les rapports de force, la France reste incontournable au Mali et au Sahel. Et qu'aujourd'hui, on est loin de voir des Russes débarquer dans ce Sahel-là avec armes et bagages. Maintenant, ce qui se passe, c'est que est-ce que véritablement la France même est capable de régler ce problème-là? Est-ce qu'on va tout militaire est-ce qu'on va vers une Somalie bis? Une Somalie, oui, certains ont parlé de sahélistan, de somalisation du Mali, etc. Mais en tout cas, on est dans un processus qui, s'il ne s'arrête pas, on peut aller vers une situation similaire. Je m'explique. Au début, c'était seulement le nord. Après, on a eu le centre du Mali qui a commencé. Aujourd'hui, vous pouvez être à Bamako, mais même Sikasso, vous ne pouvez plus, parce que je rappelle que des positions entières ont été abandonnées après l'arrivée de la junte au pouvoir. Et vous ne pouvez même plus aller à Sikasso, sauf avec des risques sécuritaires. Aujourd'hui, le Mali est en train véritablement de voir son territoire être grignoté par la présence de ces mouvements-là. Si cela continue, peut-être on arrivera à la situation. La CEDEAO, on a vu au début de la crise malienne en 2012-2013, vous savez, tous on parle de souveraineté, mais il faut avoir les moyens de sa souveraineté. Et je crois qu'on n'a pas encore les moyens de notre souveraineté. Est-ce qu'on les cherche? Je ne sais pas si on le cherche, mais on n'a pas les moyens de cette souveraineté-là. Si vous ne pouvez pas mobiliser quelques milliers d'hommes, les équiper convenablement, sans faire appel à des puissances étrangères, vous n'avez pas la souveraineté. Le sentiment anti-français qu'on avait les mois passés, on a comme l'impression que ça s'est estompé. Depuis que Macron a quand même tapé sur la table.
Je sais que c'est en dents de scie. Autant le discours de Ouagadougou était sur des airs assez rassurants. Pau est passé entre-temps. Maintenant, on attend Montpellier. Pau a été décisif. Voilà, Pau a été décisif. Et je crois que cette manière de s'y prendre n'a pas été du tout une réussite par rapport à la diplomatie. Et je crois qu'aujourd'hui, la France se trouve dans une situation où elle a un rôle important à jouer au Sahel, mais que la situation a changé, c'est-à-dire qu'il y a d'autres puissances qui sont là. Il ne faut pas oublier les Américains. On dit que les Américains ne s'intéressent pas au Sahel. Je n'y crois pas. Les Américains ont nommé pour la première fois un envoyé spécial au Sahel qui s'appelle Peter Pham. Et aujourd'hui, les Américains, leur stratégie, je pense que c'est d'investir dans le soft power et de travailler dans l'influence, dans le peu d'espace sécurisé par les autres. C'est-à-dire qu'on laisse les autres faire les gardiens avec les Kalachnikov, et dans le peu d'espace sécurisé, eux, ils font de l'influence et ils ont le temps de voir. Ils avaient quand même menacé de retirer leurs soldats, les Américains. Oui, mais c'est après les attaques qu'il y a eu au Niger, etc. Mais je crois qu'ils appuient au niveau du renseignement. Oui. Et aujourd'hui, figurez-vous, malgré la présence de la France et de l'Union européenne, les stratégies de lutte contre l'extrême violent sont financées par les États-Unis, au moins pour les pays du G5 Sahel, avec un guide régional qui oriente ces stratégies. Et l'Algérie et la Mauritanie dans tout ça? Oui, l'Algérie est très proche du dossier malien. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les accords s'appellent les accords d'Alger. Donc l'Algérie a son rôle à jouer. Quel rôle exactement? Il joue quel rôle? Je ne sais pas quel rôle il joue, mais l'Algérie a un rôle très important à jouer. Ne serait-ce que par la force qu'a l'Algérie au niveau de la commission de paix et sécurité de l'Union africaine. Et vous savez que l'Algérie a une influence forte. Sauf que l'Algérie, depuis Bouteflika, a des problèmes endogènes aussi. L'Algérie a des problèmes endogènes, mais l'arrière-cour, la Libye était dans la même configuration avec les Touaregs du Niger. L'Algérie est dans la même configuration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, arriver à un État qui serait Touareg n'arrangerait pas les choses. En Algérie, la Mauritanie jusque-là épargnée? La Mauritanie jusqu'à présent épargnée. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais malgré le départ du président Ibeka, on a quand même senti toujours une détérioration de la sécurité au Nord Mali. Qu'est-ce qu'il explique? Oui, je pense que le Mali, c'est comme si on était retourné au statu quo de 2012-2013. C'est-à-dire que le pays cumule deux formes de crise. Une crise sécuritaire très profonde au nord et maintenant au centre. Et maintenant, avec le débordement des épicentres, même vers la région de Caille aujourd'hui, et vers la frontière mauritanienne, sénégalo-mauritanienne et malienne, mais aussi une crise institutionnelle à Bamako, avec une transition où on ne sait pas où on va encore. Est-ce que la transition va aboutir? Est-ce qu'on va pas avoir une nouvelle crise? En tout cas, le mémorandum publié par Diko avant-hier appelle de manière voilée à une forme d'insurrection. Est-ce qu'on va aller dans une autre instabilité politique? Oui, on note un statu quo, c'est-à-dire que même dans ce contexte, le mot transition semble être galvaudé, mais en réalité, est-ce qu'il y a même un début de processus pour aller? Parce qu'il n'y a pas de lisibilité, justement, ni dans le calendrier, ni dans l'agenda des uns et des autres. Il n'y a pas de lisibilité et la classe politique malienne dont vous parlez au niveau du M5 RFP n'a vraiment pas l'emprise sur les choses. Ils ont perdu la figure charismatique qui était Imam Diko, qui a tout un autre agenda maintenant, d'aller seul maintenant, ne plus se suffire de l'instrumentalisation, en tout cas de l'usage de ces plateformes politiques, mais aller lui-même sur le champ politique, sous quelle bannière maintenant, il faut voir. Quels sont les risques pour la sous-région et que faire pour le Sénégal également face à la détérioration sécuritaire au Nord Mali? Il a été démontré qu'à chaque fois qu'il y avait une crise sécuritaire profonde au Mali, doublée d'une crise institutionnelle, il y a eu débordement des épicentres. On l'a vu sur le cas du Burkina Faso. Il a fallu qu'à partir du centre du Mali, que ce front déborde jusqu'à dans la province du Soum et de l'Oudalan, et qu'il y a un Malam Diko là-bas qui était dans le mouvement terroriste qui agissait jusqu'à l'arrivée de l'État islamique au Grand Sahara. On l'a vu aussi au Niger, où on va dans la région de Tillabéri, l'État islamique au Grand Sahara, qui surfe sur les conflits qui n'ont pas été réglés depuis les années 90-91, avec les Daosak, les Peuls, etc. Donc le Niger, qui fait maintenant face à deux fronts, un front nord dans la région de Tillabéri, un front sud vers la région de Difa avec Boko Haram. Et je pense que nous sommes dans ce triangle d'instabilité-là, autour de ce qu'on appelle maintenant la zone des trois frontières du Liptako-Gourma. Je crois que la stabilité du Mali, c'est aussi la stabilité de la région. Et le Sénégal, dans tout ça?
Le Sénégal, dans tout ça, le Sénégal doit avoir la conscience, et je pense qu'ils ont la conscience, de savoir que cette crise du Mali-là, on doit la prendre véritablement au sérieux. Je pense qu'il y a du renforcement au niveau militaire aujourd'hui, dans cette zone de Kidira et dans l'Est. Il y a une prise de conscience progressive. Mais l'enjeu pour le Sénégal, je crois qu'en plus des gesticulations militaires, etc., de l'armement, l'enjeu du Sénégal, réellement, parce que le Sénégal fait partie de la catégorie des pays qui peuvent encore développer une approche prospective et préventive. Le Sénégal doit avoir la stratégie qui lui permettra d'empêcher que ces groupes-là, même s'ils arrivent un jour, ne trouvent pas de terreau fertile, ne trouvent pas de couveuse locale. C'est apprendre des leçons de Boko Haram dans le bassin de Lac Tchad. Aujourd'hui, toute la stratégie de la commission du bassin de Lac Tchad et de la MNJTF, c'est de dire comment faire pour que Boko Haram ne soit plus l'allié des populations, mais que les populations soient les alliés de l'armée. Pour éviter ces couveuses locales, pour avoir cette alliance de la population qui est importante pour la résilience, je pense qu'il faut investir dans le social, dans le travail, dans la santé. Il faut que les populations de cette région-là sentent aussi bien l'État répressif, mais aussi l'État protecteur. C'est pourquoi le programme de modernisation des accès frontaliers, maintenant je pense qu'il faut beaucoup plus... Il faut ce nexus entre développement et sécurité. La sécurité seule ne réglera le problème. Et le recrutement, Bakary, et le recrutement supposé ou réel de Sénégalais dans les réseaux djihadistes, est-ce que c'est avéré? Mais ça dure depuis très longtemps. Nous en avions combien en Libye? Plus de 22. Nous en avions un peu à l'État islamique. Est-ce qu'on n'en a pas encore chez Boko Haram? Donc je crois que, vous savez, le Sénégal on peut ne pas être un îlot de stabilité dans cet océan d'instabilité sans qu'il y ait interaction. Maintenant, il faut le savoir et sans paniquer, mais prendre les mesures idoines pour que cela ne se reproduise pas. Mais ce qui se passe, c'est que, je le dis, l'enjeu majeur, c'est de faire de sorte que dans ces zones-là, ces populations sentent véritablement une appartenance à l'État, une appartenance nationale, citoyenne. C'est tout l'enjeu du double combat que doit mener le Sénégal, c'est-à-dire gérer les urgences sécuritaires, mais investir aussi sur une politique préventive et prospective. Oui. Alors, pourquoi Amadou Koufa, pour terminer, a besoin de renforcer ses combattants? Est-ce qu'il en a perdu beaucoup? Qu'est-ce qu'il a? Il a connu un affaiblissement ou quoi? Amadou Koufa, dans le centre du Mali, a connu un certain nombre de problèmes il y a un an, au mois de janvier, où certains de ses chefs étaient allés rejoindre l'État islamique au Grand Sahara, notamment Mamadou Mobo et d'autres groupes qui commençaient à faire des remous dans le Massina. Aujourd'hui, il ne fait que profiter du vide stratégique laissé par les forces spéciales qui devaient combattre le terrorisme, mais qui sont maintenant au pouvoir à Bamako. Et donc les Ouagé, cette génération-là, c'était eux qui étaient dans ce cercle Bankas et dans cette profondeur-là jusqu'aux frontières avec la Mauritanie et au Sénégal. Et je pense que ces groupes, Amadou Koufa ne fait que profiter de cela. Il y avait une rivalité entre les groupes, entre Al-Qaïda et l'État islamique, mais je pense que l'État islamique au Grand Sahara était complètement nettoyé peut-être au Mali, avec des zones de retranchement qu'on trouve maintenant au Niger, mais peut-être au Burkina Faso. Mais est-ce que les djihadistes ne sont pas en train de profiter de la situation de fléchissement dû à la pandémie, au combat contre le virus? Vous savez, ils profiteront de toutes les situations, surtout de la faiblesse de l'État. Il y a des conjonctures économiques qui peuvent conduire à des frustrations et ces moments-là sont véritablement opportuns pour eux. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que dans cette situation très difficile où nos États s'affaiblissent face à cette pandémie qui n'épargne même pas les pays les plus puissants, je crois qu'il faudrait véritablement réfléchir ce rapport entre citoyen et État, mais aussi penser à cette résilience économique et ne pas seulement en faire un slogan, mais une véritable réalité et que les populations, au-delà des mots et des slogans, sentent véritablement qu'il y a l'État protecteur à leur côté. Alors, en fait, vous aviez posé une question sur l'héritage de Soumaïla pour terminer très rapidement. Oui. Qu'est-ce qui reste qu'est-ce que Soumaïla laisse aujourd'hui à la classe politique malienne? Oui, Soumaïla laissera son histoire, mais vous savez, la nature de nos partis, qui en général sont des partis liés à une personnalité, cet héritage-là, peut-être, oui, un grand libéralisme, mais que veut dire le libéralisme pour les Maliens? Je crois qu'il va laisser un vide assez important. Mais est-ce que son parti va survivre à Soumaïla, non? Peut-être, mais pas avec l'aura qu'avait Soumaïla Cissé, avec les fonctions précédentes qu'il avait. Aujourd'hui, s'il y a un acteur politique qu'il faut véritablement pas surveiller, mais en tout cas qu'il faut observer de très près pour les prochaines législatives, c'est bien l'imam Dicko.
Merci beaucoup Bakary Samb. Vous êtes le directeur de Timbuktu Institute. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre aimable invitation. Merci Pape Djibril. Merci Binta. Merci d'avoir suivi et à demain, Inch'Allah.